l'histoire telle que l'engueulade qu'il y a est une engueulade réelle, c'est-à-dire qu'on était à Nantes, non? On était à Nantes quand on tournait avec Madilla, si vous vous rappelez, puis on a été à Saint-Nazaire. Et le soir, on mangeait, puis alors à un moment, je dis à Romain, alors Macron, comment on fait? Et lui, qui est très autoritaire et réalisateur, il dit, on ne le fait pas. Je dis, mais ça ne va pas la tête ou quoi? Non, tu ne vas pas. Et puis, tous les arguments que vous entendez, il les sort. Et moi, je réponds. Encore plus fort. Et d'ailleurs, Valérie Gaillard, qui est le caméraman, et Jules, qui est le fils de Romain en même temps, qui était l'assistant, ils ont cru que ça y est, c'était fini, on allait arrêter le film, quoi. C'était vraiment une engueulade très forte. Et on a réfléchi, on ne savait pas très bien comment faire Macron. Et puis, une fois, on est chez Macron, et pour préparer un événement qui aura lieu à Francfort, il va parler à l'université de Francfort. Et là, il nous dit, bah alors le film, où est-ce que vous en êtes? Quand est-ce que... Alors on fait quoi, nous? Et alors là, Romain commence à parler, moi je commence à parler, et on commence à s'engueuler devant lui. Et alors, on dit, bon, ben, c'est ça qu'il faut faire. Et donc, là, il y a une troisième personne qui organise avec moi l'événement à Francfort. Et ils disent, bah, faites ça à Francfort. Et le café où on est, c'est un très bon copain de mon fils qui a créé une équipe de foot à Francfort et qui joue dans cette équipe de foot et qui a ce café. Et donc on dit, on va faire ça dans ce café. Et donc on a fait ça, on a décidé de le faire dans ce café et on a dit à Macron, la seule chose que tu dois faire, c'est que tu dois dire à la communication et à l'organisation de l'Élysée qu'il faut qu'ils te réservent 1 heure, que tu te retrouves en atterrissant à Francfort, d'abord dans ce café. Ça a été un bordel incroyable. L'Élysée dit, mais ça va pas. Le consulat m'a appelé à Francfort, mais qu'est-ce que vous voulez avec Macron dans ce café? Le maire m'a appelé, mais qu'est-ce que tu veux avec Macron dans ce café? Il y a des cafés beaucoup plus chics et tout ça. Enfin bref, ça a duré comme ça, mais on a dit non. Et à chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui demandait, demandez au président. Demandez au président. Et lui, il a dit, je vais là-bas. Et donc, il est arrivé là-bas et on a tourné ça et on s'était dit, on tourne qu'une fois. On fait pas. On lui dit à lui, on fait pas, on tourne. Et on a tourné, voilà. Et il n'y a pas, il y a rien. C'est simplement pour vous surprendre. C'est d'abord on voit l'engueulade et puis petit à petit on découvre qu'il y a Macron qui regarde ça comme un match de tennis, quoi. Ping pong, ping pong. Puis après il commence à parler. C'est pas qu'on veut le désacraliser. Pour nous, pour nous, il n'est pas Jupiter. Il est Emmanuel Macron qui a été candidat, qu'on a soutenu, et puis voilà. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il est accepté. En marche et le dégagisme et la façon dont... Je dis, il n'y a rien d'étonnant dans ce mouvement. En marche, Emmanuel Macron est l'incarnation de ça. Il y a quelque chose par les réseaux sociaux, par le mouvement En Marche qui se met, où il dit, il y a quelque chose qui dysfonctionne dans ce pays, et il propose ce système horizontal qui, contre toute attente, contre tous les commentaires, contre tous les éditorialistes, arrive à l'élection. Il se trouve que la situation de la France, il hérite de ce qu'on appelle, ou ce qu'avait excellemment nommé Chirac à l'époque, Seguin Chirac, sur la fracture, ce qu'on appelle la fracture sociale en 1995. Mais elle a continué. La fracture va s'amplifier avec Le Pen au 2e tour en 2002 et se compliquer énormément avec le vote 2005 contre l'Europe, le vote qu'ont fait une partie des Français. Et là, on sent bien, dans les gens qui ont voté, que ça ne fait que s'agrandir. Fracture sociale, fracture territoriale, les banlieues, fracture fiscale, et au lieu de faire le en même temps... Oui, c'est ça, c'est-à-dire que lui, il a proposé aux Français un nouveau pacte qui était un pacte de je libéralise, donc je donne une dynamique, une nouvelle dynamique, un nouveau dynamisme à l'économie française, et en même temps une nouvelle protection. Et
Et c'est là où il n'a pas été à la hauteur, où il n'est pas à la hauteur. Il n'est pas à la hauteur, et c'est quand même incroyable que le champion du monde du en même temps, quand il propose une taxe juste sur le diesel et l'essence, que tous les scientifiques de la transition énergétique lui proposent. À partir du moment où il propose ça, qu'il n'ait pas eu la moindre idée du en même temps de qu'est-ce que je dois faire pour les catégories de Français qui, justement, auront plus de difficultés. Donc, il n'a pas été à la hauteur de son propre programme, de ses propres propositions, alors qu'il avait averti, qu'on l'avait averti, beaucoup de monde. Donc, les réseaux sociaux, mais en Allemagne, l'AfD d'extrême droite se mobilise par les réseaux sociaux. Et Trump a gagné par les réseaux sociaux. Donc, ce n'est pas nouveau. C'est un phénomène aujourd'hui qui existe, qui peuvent se mobiliser à gauche comme à droite. Donc, les réseaux sociaux, c'est-à-dire la capacité de gens qui sont en colère, de gens qui n'en peuvent plus, de gens qui ne veulent plus. L'AfD, l'extrême droite allemande, est en colère contre les émigrés, ils n'en peuvent plus. Donc là, je ne juge pas qui a raison ou pas, je sais que c'est clair ce que je pense. Eh bien, ils s'organisent aujourd'hui par les réseaux sociaux, et en France, c'est extraordinaire. C'est comme maintenant, tout le monde parle des réseaux sociaux, toutes les télévisions en continu ne font que répéter ce que disent les réseaux sociaux. Donc on a un monde complètement dingue. On a les télévisions privées capitalistes qui sont en fait les haut-parleurs des réseaux sociaux. J'ai encore rien dit sur si c'est bien ou si pas bien ce que demandent les gilets jaunes. Hein. Je te parle juste du phénomène politique. Sur les gilets jaunes, moi j'ai une proposition très claire. Je comprends, et Romain l'a bien dit, la fracture sociale, il y a une partie de la France, c'est lié au territoire, à la division des territoires. Il y a une partie de la France qui n'en peuvent plus. Seulement, moi je dis à mes camarades de gauche qui maintenant veulent tous mettre des gilets jaunes, je leur dis attention, on peut comprendre l'angoisse des gens d'en bas, des gens qui n'en peuvent plus, mais comme pour les émigrés, moi je défends l'immigration, je défends les réfugiés, mais je ne dis pas que c'est des êtres bons, j'en sais rien, ils sont victimes. Et donc aujourd'hui, ceux qui n'y arrivent plus en France, ça ne veut pas dire que ce qu'ils disent est juste. Ils expriment une colère, et dans l'histoire, je parle dans les années 30, mais même il y avait une révolte qu'on pouvait comprendre après le traité de Versailles en Allemagne. Et cette révolte, malheureusement, toute la gauche a toujours cru que ça allait aller du bon côté vers la révolution, mais ça a été de l'autre côté. Et c'est ça qui est, pour moi, le problème. Alors on me dit, mais non, c'est pas vrai, ils sont pas racistes, ils sont pas ceci, il n'y a pas l'extrême droite, tu parles. Moi, je vous donne un exemple où les choses peuvent évoluer. Moi, c'est l'exemple aujourd'hui qui est pour moi le plus fascinant. Vous savez que Liverpool a perdu contre PSG. Bon, il y avait des supporters, beaucoup de supporters de Liverpool qui étaient à Paris. Ils étaient en quart. Il y a un quart de supporters de Liverpool qui, tout d'un coup, dans leur quart, découvrent 2 migrants qui se sont cachés. Ils les ont emmenés jusqu'en Angleterre. Ils les ont aidés. Ça, et puis, ce n'étaient pas des gens d'en haut. Hein. Les supporters, c'est vraiment la classe ouvrière. Des gilets jaunes dans la Somme ont arrêté un camion. Ils ont découvert des émigrés, ils les ont livrés aux flics. Donc, je veux dire, on peut, dans des situations, on peut réagir d'une manière ou d'une autre. Donc, je comprends qu'il y a une véritable fracture, et je crois que Macron ne s'en sortira pas s'il n'arrive pas à proposer quelque chose, et c'est pour ça que ce qu'avait fait ce que dit Laurent Berger de la CFDT, de faire vraiment maintenant un dialogue avec les corps intermédiaires sur ce qu'il faut faire contre cette folie de l'injustice sociale, des inégalités de salaire, etc., on ne s'en sortira pas. Donc voilà un peu ma position de ce qui se passe aujourd'hui. Sur le film, la discussion qu'on a ensemble, vraiment
idéologique de fond, c'est que tous les deux, on est absolument d'accord que ce n'est pas un film qui doit démontrer quelque chose. C'est un film où on va partir au point que pour simplement que vous rendiez compte à quel point c'est ouvert, c'est qu'on ne fait aucune préparation. C'est-à-dire qu'on ne va pas du tout voir les gens. On l'a fait une seule fois, on a rencontré 2 mois avant parce qu'il y avait un meeting qui était à Nantes. On a profité du voyage, parce que là, c'était pas cher, on pouvait se glisser sur l'invitation pour aller voir Madia. C'est la seule fois où on a discuté, est-ce que tu serais d'accord de reconstituer le dîner, puisque ça va être la fin du Ramadan, c'était à l'époque il avait assisté, Dany, devant nous, avec les caméras. Est-ce que tu retrouveras ta sœur, les gens qui étaient pour le voile, pas le voile, c'était ça. Et c'est pas ce qui se passe dans le film d'ailleurs, mais au début, on l'a vu que pour ça. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on est arrivé avec 2 caméras, ce qui est aussi un dispositif tout à fait étrange, pas d'ingénieur du son, et 2 caméras, une Valérie, une autre moi, et on va avancer dans le film en profitant, en étant suffisamment ouvert, pas fermé, rien à démontrer, pour choper des trucs qui se passeraient qu'on ne connaît pas, en s'appuyant sur ce que je sais de Dany, ce fonctionnement qu'il a, et de quelque chose qui va se passer dans le film, à nous de le choper avec la caméra, ou de le provoquer en le réinterpellant de derrière la caméra, parfois même. Donc il n'y a pas ces intentions, mais par contre, au montage, après, il y a forcément le mouvement du film. Il y a forcément ce que vous dites qui se passe, qu'on en soit conscient ou pas. Ce qu'on va après sélectionner sur les 73 heures de Roche, forcément fait le film, forcément fait le mouvement. Et la question que je me pose au début, et moi, quand je suis sorti du film, je suis quand même, il y a la montée du Front National, il va y avoir les élections, la menace du Front National est importante, on se rappelle de 2002, donc moi, je suis plutôt sur l'idée, je le dis dans le train, d'une France moisie, de quelque chose qu'on va découvrir, et je suis étonné, et probablement c'est ça qui transparaît dans le film, qui fait un film plus solaire par rapport au paysage qu'on filme, aux gens, et moi, ce qui transparaît dans le film, c'est un truc d'étonnement. J'ai changé d'un truc très dogmatique, c'est une France pourrie, ils ont quand même voté à 35% pour le Front National, il y en a plein qui ne votent pas, sur quoi on va tomber? Allons-y, on va voir. Et là, la façon dont on avance dans le film, il y a quelque chose effectivement qui est exactement ce que vous dites. Et étonnant, c'est plus... Oui, mais lui, il dit que plus on avance dans le film, et c'est un peu la différence entre le Sud et le Nord, que comme par hasard, le dîner avec le Front National, ça a lieu vers Maubeuge, dans le coin, les friches industrielles, c'est-à-dire c'est aussi le côté d'une France qui est, je ne dis pas en pleine déliquescence, mais qui ne s'y retrouve pas. Et donc, ça devient plus sérieux. Mais on nous a fait, par exemple, un reproche, la scène avec Ménard, Robert Ménard. Alors, Romain le connaissait parce qu'il était trotskiste avec lui. Hein? Donc, Robert Ménard était trotskiste, Romain était trotskiste, et ça, donc ils ont milité dans la même organisation. Moi, je connaissais très bien Robert Ménard parce qu'il était à Reporters sans frontières, et on a fait des tas de choses, quand j'étais au Parlement européen, pour la liberté d'expression en Chine et partout. Et lui, il a fait beaucoup de choses. Des manifestations, Romain le raconte dans le film, contre Cuba et tout ça, Sarajevo, enfin voilà. Donc on le connaissait. Donc l'intérêt, c'est pourquoi un mec comme ça devient Front National, devient d'extrême droite. Et ce qu'on nous a reproché, c'est qu'on lui laisse le dernier mot, même dans le montage. Et parce que nous, ce n'est pas notre rôle de dire « mais vous avez bien compris que c'est un méchant ». Non, où on le comprend ou on ne le comprend pas, c'est, voilà, Robert Ménard, c'est une réalité française qu'on ne peut pas, qu'on peut pas éviter. Et la même chose avec ce dîner qui est vraiment invraisemblable, avec ces 30 du Front National qui sont sûrement tous des gilets jaunes. Ça c'est absolument certain. Hein. Eh bien, ce dîner... d'abord, il retranscrit très bien le début du dîner, mais après, on me demande, mais comment ça s'est terminé? Vous savez comment ça s'est terminé quand on a fait le dîner? On a discuté foot. Je veux dire, c'est la France, c'est une partie, une réalité de la France profonde. Voilà. Et nous, on vous dit, voilà, c'est ces gens-là. Et ça devient de plus en plus, et c'est un peu plus compliqué après avec
le prédicateur musulman, c'est difficile, quoi. C'est-à-dire de le laisser parler et en même temps de trouver un moyen de dire bon, ben, ça va, quoi, on a compris. Le dîner se termine et là dit bon ben on rentre, on va rentrer, donc on plie le matériel, on arrête et on dit bon ben je tente le merci de nous avoir invités. Et là le maire dit ah non, pas exactement. Alors je dis bon bah c'est mieux qu'on aille discuter de ça sur la caisse pour. Et là je lui dis ok d'accord, j'ai compris, je prends la moitié et tu prends l'autre moitié. C'est comme ça, c'est équitable quand même. Et puis là-dessus, les autres entendent la conversation, ils se lèvent. Certains, celui qui était le barbu, qui dit moi je suis écologiste aussi, mais c'est son restaurant. Il dit ok, nous on prend les boissons en plus. Donc, il nous offre les boissons et après, on a partagé en deux et il y a eu un grand sourire, quoi. Le drame de cette histoire, c'est qu'on va faire un accord après moult discussions qu'il a un peu résumées sur la traversée de la France en fin de compte. Après, on ne va pas du tout parler de 68 et pas du tout avoir d'archives. Et on va voir l'état de la France maintenant. Et on se met d'accord avec ça, avec la production qui rentre en contact avec les chaînes de télévision qui toutes refusent. Donc on laisse tomber le projet. Et après... il y a une nouvelle discussion parce qu'il y a eu un changement à la tête de la 5 et Nathalie Darrigrand, qui venait d'être nommée, revoit le projet en disant mais quand même, Dany, Romain, cette histoire, pourquoi ça a été éliminé? Elle dit j'aimerais bien les revoir. Donc c'est elle qui est à l'initiative d'un nouveau rendez-vous où là elle dit je suis d'accord pour un 52 minutes, vous avez 130 000 € pour 52 minutes. Et nous, on dit ouais, on signe pour les 52 minutes et rapidement, on commence à pleurnicher sur 90 minutes. Elle dit ouais, bah, 90 minutes, d'accord, au même prix. On laisse tomber, on dit trop rien. Et puis on commence à tourner et là, on retourne tous les deux et on dit, alors là c'est un gaspillage énorme par rapport à toutes les scènes qu'on a. De pas... Ouais. Une heure. Hein. Oui, c'est ça. On lui raconte pendant une heure. On lui raconte déjà tout ce qu'on a tourné. Ils étaient là, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Et tout ce qu'on allait tourner, vas-y. Et puis ce qu'on allait faire avec Macron. Elle dit non, c'est pas possible, vous allez faire ça et tout. Mais jamais il va accepter. On lui dit si, ça se fera. Et là, on voudrait avoir la possibilité de faire 2 heures. Vu qu'elle s'était embarquée dans notre histoire avec enthousiasme, elle dit ok, d'accord, 2 heures, mais là, c'est vraiment 2 heures. Pas une minute de plus. On dit d'accord, mais entre le truc qui a été signé pour 52 minutes et les 2 heures, vraiment quand même, là, c'est pas nous qui pleurnichons, c'est le producteur. Et on obtient 50 000 € de plus, et puis voilà, c'était fini. Donc, avec cet argent qui ne sert à faire que vraiment avec de petits moyens, 90 minutes, après, on s'est lancé, on n'a plus du tout tenu compte des histoires d'argent et on a fonctionné alors là, avec Dany, en disant ok, les mecs, tant que c'est pas réglé, c'est moi qui avance une partie de l'argent, on va dormir chez les uns et chez les autres. Et là, ça n'était que du réseau. Et quand on est arrivé chez un copain, ben on repartait pas. Parce qu'on disait merde, il fait nuit, on a bu. Alors déjà, on se faisait inviter à dîner. Et après, forcément, c'est compliqué de reprendre la route de nuit et tout. Est-ce qu'on peut pas dormir? Et hop, les 4 comme ça, on a tapé l'incruste partout. Et les endroits où on pouvait pas, on allait à l'hôtel et bien sûr on prenait les notes et tout. Mais c'est un film en toute liberté, en liberté complète et absolue, ce qui a permis, ce qui n'aurait été pas impossible sur un autre film. Ce n'est possible que parce qu'il y avait Dany, parce qu'il y avait ce type de fonctionnement dans l'équipe, où on avait chacun une caméra et qu'on était tous les deux à filmer, à se mettre d'accord sur quelques trucs techniques et à avancer comme ça dans notre aventure et à tenir compte de ce qu'on avait filmé, parce qu'on pouvait regarder aussi, ou on pouvait le soir dire ok, et Dany disait alors la séquence par exemple avec à la fabrique des glaces, qu'est-ce que vous avez senti derrière la caméra? Et je dis mais moi j'ai pas filmé, et Valérie disait mais il y a un truc extraordinaire qui se passe avec Tatiana qui se passe à la caméra, et Dany dit ouais, moi, je l'ai vu dans le regard. Il n'était pas à la caméra. Il se passe quelque chose d'extraordinaire. Et là, du coup, on regarde une partie de la séquence. On dit, c'est bon.
pour la Fabrique du Sud, on a un personnage, on a un rapport avec Dany. C'est comme ça qu'on a avancé sans plus jamais se préoccuper de l'argent. Pour ce qui était du contrat, c'était clair dès le début. Ce qu'on considère comme le prix du réalisateur et du scénario, on a dit quel qu'il soit, important, pas important, on le partage en deux, et puis voilà, il n'y a eu aucun type de discussion, on a séparé l'argent en deux, voilà. Vraiment, j'ai extrêmement... Même Mélenchon. Même Mélenchon, quand il veut pas. Non, et depuis le début, je tutoie Macron, et je me rappelle, on a fait donc ce débat à l'université de Francfort, et je le tutoie, et ils étaient tous complètement sur le cul. Enfin, tu peux pas tutoyer, c'est le président. C'est le président, j'en ai rien à cirer. On se tutoie toujours, donc on se tutoie. Et donc j'ai énormément de difficultés, moi, à ne pas tutoyer et à ne pas être tutoyé. Et donc, c'est comme ça qu'on a fonctionné, et ça n'a posé de problème à personne. Hein, il y a l'ouvrier, dans la friche, lui, d'un moment, il me dit vous, il était tellement... Mais il voyait son usine complètement cassée. Enfin, moi, je trouve que c'est une des plus belles séquences, parce que ça montre ce qui a disparu, quoi, inimaginable, et cet homme qui a vécu dans cette usine et qui ne voit qu'une friche, que des débris, des pierres, des poutres cassées, etc. C'est assez incroyable. Hein? Oui, merci. Et alors, c'est une histoire, vous voulez que je raconte l'histoire, elle est complètement dingue. Elle est complètement, parce que c'est un copain qui nous avait dit, il y a une friche là-bas, vous pouvez y aller. Donc on va avec cet ouvrier. On croyait que lui, il avait demandé si on pouvait tourner dedans. Et je mens pas là. Hein. Donc on arrive devant le truc, il y a deux immenses gaillards à la grille est fermée, des chiens de 1 mètre de haut, pas question de rentrer et tout ça, et on commence à tourner de dehors, c'est horrible, on peut rien faire, etc. Et à un moment, celui qui nous accompagnait avait dit, mais est-ce que vous ne pouvez pas nous donner votre patron et tout ça? Et il a le patron qui est à Paris, et il s'avère que c'est un Bosniaque, et que les deux, les Bosniaques, les deux immenses, et l'autre est croate. Et le Bosniaque, il dit, voilà, bah, vous pouvez pas... Il dit, je veux parler avec Cohn-Bendit. Et il dit, il dit, mais non, il est en train de travailler, mais je peux vous donner le grand réalisateur, Romain Goupil et tout ça. Et le type, il dit, j'en ai rien à cirer de Romain Goupil, donnez-moi Cohn-Bendit. Alors, je le prends, et il me dit, je vous jure, tu es mon héros. Tout ce que tu as fait pour la Bosnie, alors que lui, il a fait beaucoup plus, mais bon, il ne savait pas, c'est pas grave. Hein? Tout ce que tu as fait pour ça, qu'est-ce que tu veux? Et je lui explique qu'on veut tourner. Il me dit, si tu me promets que tu ne filmes pas les personnes, les 2-3 qui sont dedans, tu peux tourner. Et on est rentré, on a filmé là-dedans. C'est une histoire incroyable. Alors que... Tout était de la merde au début, le premier plan. J'étais furieux, moi. Et on essayait de discuter avec les sbires, déjà, ça, on ne les filme pas, bien sûr. On s'engueule avec eux. Ils nous disent dégagez. Et on va sur le terre-plein où on va avec l'ouvrier qui nous raconte comment était l'usine. Mais un plan complètement nul sur un fond d'usine complètement merdeux. Et moi, je dis mais non, mais arrête. Filme. Moi, déjà, je pose la caméra. Je dis je filme pas. Je m'énerve et tout. Et puis là-dessus... Nadir, voyant que c'était le bordel, va rediscuter avec les mecs en disant on ne peut pas avoir un numéro du patron pour discuter. C'est comme ça que ça s'est fait. Et donc après, ils sont rentrés dans l'usine, les autres ont fermé derrière nous, et ils ont commencé à discuter tout de suite au point que moi, j'ai pas pu, je suis resté avec Nadir derrière, je n'ai pas pu rentrer dans le champ. C'est-à-dire qu'après, ils sont partis tous les trois, c'est-à-dire l'ouvrier, Valérie, et puis ils sont partis 2 heures. Et nous, on ne savait plus où était le champ, on ne pouvait plus rentrer. Donc on voyait... Alors moi, j'ai fait tous les plans de la cathédrale, dont on s'est servi dans le montage. Mais je ne savais pas du tout ce qui se passait, de quoi ils discutaient, si le plan était réussi. On a fait la même chose que Fabrique du Sud. Quand on est sorti, on a regardé, puisque c'est possible maintenant avec le numérique, tu peux regarder tout de suite. Et là, Valérie et Dany ont dit... C'est une séquence magnifique. Ouais, d'accord, ils peuvent me raconter que c'est une séquence magnifique, je m'en fous, moi je veux voir si... et là, effectivement, le lieu, cette cathédrale industrielle, et le mec qui raconte
et qui nous fait vivre les fours, les presses, les accidents, les petits chefs et tout, c'est absolument magnifique. Oui, c'est magnifique, mais c'était pas, ça s'est passé comme ça sur ce truc absolument incroyable de coup de téléphone. Pour moi, par rapport à Michael Moore, va faire des films de démonstration. C'est-à-dire il a un discours et il va le dénoncer, il va utiliser des méthodes pour dénoncer qui sont des méthodes, la fin justifie les moyens. C'est-à-dire il est capable dans Columbine de montrer le massacre et de remontrer le massacre pour dire, vous voyez que c'est horrible. Enfin, au passage, il a montré des images qui sont absolument immondes pour tout. Donc moi, je ne le porte pas du tout dans mon cœur. Mais par contre, un autre, j'ai pas vu. J'ai pas vu le... Oui, mais enfin... Ouais, mais là, attends, moi je l'ai vu à New York, le film sur Trump, et je trouve qu'il y a des scènes, des histoires absolument extraordinaires. De l'eau, où les démocrates sont dedans, Obama, enfin, où il montre et il dénonce très bien ce système américain. Les mômes qui se mobilisent, Parkland Kids et tout ça, formidable. Mais seulement... il ne peut pas se retenir, au lieu de faire un film où il montre des choses, tout d'un coup il me montre Hitler et il fait un truc, une comparaison entre Trump et Hitler, mais c'est de la merde ça. Voilà. Donc je veux dire, le problème de Michael Moore, c'est qu'il est idéologique, mais il a une capacité cinématographique de reportage ou de documentaire qui est très forte, mais il veut démontrer quelque chose. Et puis alors, il y a une chose où moi je sais pas, j'étais mal à l'aise. C'est tout ce qu'il montre entre Trump et sa fille. Il insinue des tas de choses. C'est très lourd. C'est très, très lourd, je trouve. Et moi, j'étais... je sais pas. Je sais pas. C'est un peu... moi, j'ai trouvé un moment un peu too much. Mais c'est vrai qu'après, quand il montre l'interview de Trump à la télévision américaine, on lui demande quelque chose sur sa fille, et quand Trump dit « si elle n'était pas ma fille, c'est avec elle que je voudrais je sais pas s'il dit aller coucher ou je sais pas quoi », c'est vrai que c'est tellement immonde que ça rattrape toutes les images qu'il y avait avant, quoi. Sur le film, le seul film qu'on a vu et que Dany a vu avant le tournage, le seul, après tout le monde a sa cinématographie personnelle, mais seul pour ce film, c'était Route Number 1 de Kramer. C'est un film qui dure 3h40 qu'a vu Dany et je lui ai dit, voilà, on va s'approcher comme ça d'un road movie. Simplement, dans le film de Kramer, il était journaliste et il veut régler des comptes par rapport à la ville, aux décideurs sur le Vietnam et toutes les erreurs qu'ont fait les administrations. Il est en train de régler un compte pendant tout le film. Non, nous, non. On va être, c'est ça et pas ça du tout. Le film, ça va être ce qu'on en fera, mais il y a dans des gros plans de paquebots, de cordes, dans le film de Kramer, des trucs qui m'intéressaient énormément au niveau plan, au niveau couleur et au niveau rencontre. Donc on peut dire ça, c'est peut-être... La couleur, c'est en noir et blanc. Au niveau photo, Kramer, oui. Donc après, sur Michael Moore, il y a Roger et moi, qui est là, mais plus proche de mon cinéma. Alors là, pour le coup, pas de La Traversée, mais de mon cinéma. Mais tous les autres films qu'il a fait, et imaginez bien que quand j'ai vu Fahrenheit, qui a eu la Palme d'Or, alors que moi j'étais pour l'intervention américaine et pour Bush, quand j'ai vu cette merde de Michael Moore, alors là pour le coup vous pouvez même plus me faire regarder une image de Michael Moore. Mais lui il peut pas se regarder non plus pour avoir été pour cette intervention. Mais ça c'est un autre problème qu'il doit régler avec lui-même. Tout le monde a le droit à faire des erreurs, je vous jure, je vous jure. Sur Route One aussi, il y a une grosse différence, c'est que Route One n'est pas un documentaire. Ouais. C'est un film de fiction. Ouais. Bah, chez nous, c'est un mélange. Hein. Encore plus, ouais, d'accord. On me demande toujours, mais alors, t'es vraiment, est-ce que tu es français, est-ce que tu es allemand? Amin Malouf, l'écrivain libanais, il raconte cette histoire aussi, que quand il vient en France, on lui dit, mais alors, tu es français ou libanais? Il dit, les deux. Non, mais d'accord, mais quand tu dors, tu rêves quoi? Les deux. Non, mais d'accord, mais
quand tu fais l'amour, les deux. Et donc voilà, et c'est là que j'ai repris, mais moi je suis un bâtard, je suis un mélange. Je ne peux pas dire l'un ou l'autre. Mais là où vous avez raison, il y a 2 films, si je fais encore 2 documentaires que je voudrais faire. Un, je vais le faire peut-être en l'automne prochain. C'est un documentaire sur Israël, donc comment un juif de la diaspora voit Israël. Et je devrais faire aussi un film sur l'Allemagne. Mais bon, ça, on verra. Hein, parce que vous avez tout à fait raison, qu'est-ce que est l'Allemagne d'aujourd'hui? Mais il y a beaucoup d'histoires, par exemple, on en parlait tout à l'heure avec Édouard, il faudrait faire un film sur l'Italie. L'Italie, quand même, ce pays dont tous les révolutionnaires ont rêvé, hein, et quand on voit la situation de l'Italie aujourd'hui, on se dit non, c'est pas vrai, on rêve, enfin c'est un cauchemar, quoi. Donc pourquoi? Je veux dire, il y a beaucoup de pays où on peut se demander, chercher à trouver une image de ce pays qui est attendue ou inattendue, ça dépend. C'est ça l'avantage d'une certaine forme de road movie. C'est qu'on va à l'aventure dans un pays et on livre un tableau de ce pays, une mosaïque. Et puis après, les autres disent non, mais moi j'ai un autre pays en tête. Et c'est vrai. C'est vrai pour Londres, on en a parlé aussi. On a parlé pour Londres. Enfin, c'est un modèle, après avoir fait le Brésil, c'est un modèle où, c'est vrai, on peut s'y retrouver presque partout. Ça peut être des villes, ça peut être des pays. Voilà. Non. Moi, Romain pourra répondre. Non, c'est les Français qu'on a choisis, qu'on a rencontrés. C'est une image de la France. Moi, de toute façon, par exemple, je ne crois pas qu'il existe le peuple français. Il y a des peuples. Une société est multiple. Et donc, c'est une image de la France. Et l'avantage d'un tel film comme ça, c'est que vous pouvez dire « Mais moi, j'ai une autre image de la France. Elle n'est pas plus vraie ni plus fausse. » Oui, vous pouvez avoir une autre image, une autre rencontre. Vous pouvez me dire « Mais pourquoi tu n'as pas été dans les universités ?» C'est vrai, je n'ai pas été dans les universités. Il y a des tas d'endroits où on n'a pas été. Et qui auraient donné, c'est vrai, par exemple, on nous a reproché à un moment, pas reproché, on nous a dit il n'y a aucune banque, l'administration. C'est vrai que c'est plus difficile à filmer aussi. Oui, ou de centre d'appel aussi. Centre d'appel, oui. Enfin, il y a des tas de situations. On pourrait faire traversée numéro 2 et on referait une traversée avec complètement d'autres personnages qui vous raconteraient peut-être autre chose à un autre moment, ou disons pas autre chose, mais d'une manière différente. Mais c'est sûr qu'on ne vient pas de nulle part quand même. Quand on dit on fait un film 50 ans après 68, qu'est-ce qui est devenu la classe ouvrière? On est quand même inconsciemment, on va Surtout lui. Oui, surtout moi. Où s'en est? Est-ce que je peux filmer encore en France la sortie des usines Lumière, le tout début du cinéma? Ben non, c'est impossible. Il n'y a plus de main-d'œuvre comme ça existait encore en 68. Il n'y a plus d'industrie de main-d'œuvre avec les mecs qui sortent en même temps. Ils sont tous à des horaires décalés. Il y a encore bien sûr des ouvriers. Et il y a encore quand même 21 millions de personnes qui sont salariées. Donc c'est ça, on n'en a pas parlé, mais au début, il y a des discussions quand même sur la France, entre nous trois, avec Valérie, sur qu'est-ce que c'est, c'est-à-dire les paysans, il y a tout dans les dossiers. Alors là, il y a absolument tout, ce vous abordez tout. Et on va éliminer des situations, soit parce que on n'a pas le contact, ou c'est trop long, ou c'est trop compliqué, soit on n'a pas l'envie. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, le film parle pour nous. On n'a pas été du tout dans un centre d'appel, on n'a pas du tout été dans des ventes en ligne, on n'a pas, je ne sais pas, ça ne nous parle pas parce que effectivement, on est issu quand même. Mais elle a raison que si on de refaire un film, on irait tout de suite à Amazon, un grand centre Amazon. Je dis n'importe quoi là maintenant, ou un centre d'appel. Où c'est vrai que cette nouvelle, non pas nouvelle, enfin, cette partie de la société n'est pas dans notre film. Mais si on voulait vraiment faire cela, au début, il y avait eu une idée à un moment qu'on n'a jamais de faire une série.
C'était pas de faire 4 fois 52 minutes ou 5 fois 50 minutes, enfin de faire une série qui nous aurait permis de démultiplier. Bon, c'est trop compliqué à monter financièrement et puis blablabla. Pour avoir fait un film pour Vente Colère comme technicien, où c'était les associations contre les éoliennes, j'ai vraiment vu où il y avait les éoliennes. Mais cela dit, ça c'était il y a 10 ans. Et là, quand on filmait, mais on était complètement sidérés par le nombre d'éoliennes qu'il y a en France. Et on en discutait avec Édouard. Il me disait, mais en Espagne, tu viens en Espagne, alors là, pour trouver un plan du paysage sans éoliennes, elles sont vraiment beaucoup plus nombreuses. Mais ça s'est surmultiplié en France. C'est sûr qu'il y a quelque chose qui s'est passé pour qu'on les voit comme ça. Mais on ne va pas les chercher. On va en chercher une, qui est celle avec les pales et l'ombre, parce qu'on trouve ça absolument magnifique, le son et l'image. On est fasciné, comme tout le monde, devant cet objet technique. Ça, on va la chercher. Celle-là, on va la chercher. Plusieurs fois, on s'arrête. Plusieurs fois, on essaie. Et ça puis, marche il pas. voulait absolument son Don Quichotte. Dès le début, il avait cette idée qu'on ferait le Don Quichotte. Donc voilà. Là, dans l'idée, pourquoi ils discutent bien sûr ensemble et ils vont avoir des discussions à la fin du film. Enfin, il se trouve que c'était la fin du film, sur 3 exemples de fonctionnement écologique par rapport. Donc, on rencontre les 3 maires, on va sur les 3 endroits qui sont une école qui va fonctionner autrement, des panneaux solaires qui vont permettre de faire des économies, et on était reparti sur un truc très long. Comme c'était impossible de rester en longueur à la fin du film, là où j'avais placé sur ça, j'ai préféré la complicité que j'ai vue tout de suite à la caméra. L'amusement, la complicité et le simple fait d'être accueilli par... Il y en a marre des discours, il y en a marre des conversations. À un moment, on respire et la musique va prendre le dessus sur tout. Mais c'est vrai que les rushs qu'on a filmés, il y a l'explication sur 3 communes, la façon dont ils font... très précisément et techniquement, par des barrages d'eau, par le solaire, des économies d'énergie. Ce qui est intéressant, mais c'est vrai que ça a été trop difficile à filmer, c'est que, en fait, José nous a montré 3 maires, enfin nous a fait rencontrer 3 maires, un de droite, un socialiste et l'autre, la 3e était écolo, je crois, qui travaillaient ensemble et qui étaient, en fait, de mèche avec José. Donc c'est ça qu'on voulait montrer, l'influence de quelqu'un comme José dans toute la région. Mais des fois, ça marche pas. On l'a pas. La caméra et tout ce qu'on a fait, c'était pas, ça rendait pas ça. Où là, il fallait y passer un quart d'heure, et ça, c'était pas possible. Une dernière question? Non? Mais moi, j'ai la réponse. Bien, nous allons remercier Romain Goupil et Daniel Cohn-Bendit